Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. Le ministre de la Santé signe un mémorandum d'entente avec son homologue sénégalais. Et donc une table ronde sur la validation d'un compte maritime en Somalie, c'était ce matin au Kapeski. Voilà, donc c'était le sommaire. Merci à vous de nous rejoindre. Une délégation conduite par le ministre de la Santé a effectué du 21 au 23 août dernier une visite de travail au Sénégal en vue de renforcer la coopération dans le domaine de la santé entre les deux nations. Au cours de ce déplacement, le ministre de la Santé, Dr Djama El-Miokié, et à la tête d'une importante délégation, ont pu visiter donc l'hôpital principal de la ville de Dakar, la pharmacie d'approvisionnement, l'école nationale de développement sanitaire et social, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. Au terme de sa visite de travail, le ministre de la Santé, Dr Djama El-Miokié, a paraphé un mémorandum d'entente avec son homologue sénégalaise, le professeur Awa Marie Kolsek. Ce mémorandum donc porte sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé. Cette coopération renforcera plusieurs domaines tels que l'échange de spécialistes, médecins et techniciens de santé, formation de médecins spécialistes, donc de techniciens supérieurs et de cadres du ministère de la Santé, la formation du personnel sur la santé de l'enfant et de la mère. Au terme de la signature du mémorandum, la ministre de la Santé et de l'Action sociale, professeur Awa Marie Kolsek, est revenue sur les prémices de cette coopération sud-sud en réitérant la volonté ferme de son gouvernement à établir des relations étroites et fraternelles avec la République de Djibouti. Écoutons la ministre. Nous l'avions rencontré déjà à Genève au moment de l'Assemblée mondiale de la santé. Et nous avions repéré quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui pourrait aider à faire des changements et dans son pays et au niveau de notre région africaine. Et c'est pour cela que nous l'avons accueilli avec beaucoup de plaisir. La rencontre d'abord avec tout le staff et les programmes principaux nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses en commun entre nos deux pays. Et bien sûr, ce n'était pas une découverte, puisque Djibouti et le Sénégal ont eu des relations, je peux dire, séculaires et des relations profondes d'amitié, basées sur, bien sûr, beaucoup de choses que nous avons en commun au plan culturel, au plan religieux, mais aussi au plan de la francophonie. Nous avons donc eu 3 jours d'intense collaboration et je peux dire que nous avons aussi beaucoup appris de Djibouti. Il faut que l'on sache que ces relations sud-sud sont des relations que nous devons vraiment pousser parce qu'on apprend beaucoup plus d'un peuple frère, d'un pays africain, et c'est ce que nous avons expérimenté aujourd'hui. Il a parlé de personnel, de formation, de spécialistes. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. Mais également, nous avons appris, notamment dans le chapitre de la médecine itinérante et des caravanes et autres, des choses que nous faisons de manière sporadique, mais nous avons d'ailleurs reçu 4 hôpitaux mobiles qui nous permettront aussi de renforcer ce que nous sommes en train de faire, et nous allons prendre des éléments de ce qu'ils font et cela permettra à nos populations d'avoir accès aux soins dans les coins les plus reculés. Donc je suis extrêmement satisfaite de cette mission et je voudrais dire que nous avons non seulement pu raffermir nos liens entre peuple frère, mais nous avons également une profonde amitié qui s'est liée entre les différents membres de la délégation, et on s'est rendu compte que certains avaient fait aussi leurs études au Sénégal, etc. Donc vraiment c'est une mission fort intéressante que nous n'oublierons pas, parce que nous nous sommes engagés aussi à faire le suivi. Et ça c'est important, ce n'est pas une mission comme ça, c'est une mission qui aura un suivi.
et nous ferons tout pour que les choses se passent pour le mieux. En tout cas, vive cette coopération, cette amitié entre le Sénégal et la République de... Et pour sa part, le ministre de la Santé, le Dr Jama Elmi Okiye, a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux et aussi pour le plein succès qu'a connu cette émission de 3 jours qui fut remarquablement fructueuse. Écoutons à présent le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye. Je suis vraiment très heureux et honoré puisque ma collègue nous a non seulement facilité tout ce que nous avons eu l'ambition d'avoir au Sénégal, mais aussi un accueil sans précédent nous a été accordé au-dessus de toutes les perspectives que nous avions au départ. Et je suis vraiment heureux et je le remercie infiniment. Et cela, c'est l'hospitalité historique du Sénégal. Les Sénégalais se distinguent dans le monde, et particulièrement en Afrique, pour leur hospitalité. Et le fait qu'ils partagent le peu qu'ils ont. Dans ce cas-là, nous sommes vraiment très heureux. Il y en avait des objectifs à remplir lorsque nous sommes venus. Et dans tous les objectifs, nous sommes vraiment satisfaits. Ma collègue a travaillé d'arrache-pied. Ce qui dépendait du département de la santé nous a été facilité. Et ce qui dépendait d'un autre département, avec son aide, son soutien, nous l'avons pu avoir. Parce que nous devons avant tout penser à pouvoir nous entraider, nous, un peuple africain, et plus particulièrement dans la coopération sud-sud, un pays qui a plus d'expérience que l'autre doit le soutenir. Comme l'expérience du Sénégal est reconnue dans le continent africain et mondialement aussi, nous voulons profiter de cette dernière pour que nous aussi, nous puissions nous en sortir. À Djibouti, aujourd'hui, il y a des médecins jeunes djiboutiens qui se sont formés, médecins spécialistes, parce que nous avons une université qui forme les médecins généralistes, mais nous sommes dépendants de quelques pays qui nous fournissent des collaborateurs, tels que Cuba, Zico, pour la médecine spécialisée. Aujourd'hui, nous avons voulu non seulement un objectif de court terme, celui de demander à ma collègue de pouvoir nous permettre d'avoir un contingent de médecins spécialistes sénégalais à Djibouti, mais aussi nous donner des solutions pérennes, qui est celui de former des médecins généralistes djiboutiens en spécialistes. Et en marge de sa visite de travail, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a rencontré les étudiants djiboutiens au Sénégal. En effet, la rencontre du ministre avec les étudiants s'est déroulée à l'hôtel Terroubi en présence des autres membres de la délégation djiboutienne. Et au cours de cette rencontre, les étudiants djiboutiens ont eu l'opportunité de soulever et de faire part de leurs problèmes et de formuler des doléances ayant attrait avec leur cursus universitaire. Le ministre de la Santé a écouté avec attention des délégués des étudiants qui sont intervenus à tour de rôle, prenant note de chacune des doléances exprimées. Le ministre de la Santé a d'emblée rassuré les étudiants sur la résolution de bon nombre de problématiques énoncées, et ce grâce à l'assistance et la compréhension des autorités gouvernementales sénégalaises. Toutefois, concernant les autres doléances estudiantines, le ministre a promis à ses interlocuteurs de transmettre ces différents points au ministère en charge de l'enseignement supérieur à Djibouti. Enfin, dans sa brève allocution, le ministre a rendu un vibrant hommage à l'endroit à celles et ceux qui font leur étude loin de leur famille et de leur pays. Le ministre a encouragé les étudiants djiboutiens à persévérer davantage dans leur instruction, car il estime que les étudiants sont les fleurons de la République et les futurs bâtisseurs de la nation djiboutienne. Il les a en outre exhortés à ne ménager aucun effort pour la réussite de leurs études afin de participer de façon active au développement de leur nation. Également dans l'actualité, une table ronde sur la validation d'un code maritime pour les instances gouvernementales de la République fédérale de la Somalie se tenue ce matin au Kapeski Djibouti Palace et Hôtel. Deux ministres somaliens, en l'occurrence Mariam Awes, ministre des Transports et des Maritimes, et M. Abdel Omar Ouaït, chargé de la pêche et des ressources halieutiques, participent à ces travaux. Cette rencontre, qui doit durer 4 jours, permettra de se concerter, de débattre et de réfléchir sur les articles de ces codes maritimes. Il est organisé donc grâce à l'appui de l'OMI, l'Organisation maritime internationale.
Le ministre de l'Équipement et des Transports djiboutien, M. Mohamed Abdoukader Moussa Helem, a ouvert ses travaux. Il avait à ses côtés le directeur des affaires maritimes, M. Ali Mirah Chehim Daouti. En inaugurant ces rencontres, le ministre a souligné que la République de Djibouti soutiendra toujours la Somalie dans ses efforts de restauration des instances et des institutions d'un État souverain qui reconnaît la communauté internationale. Une fois validé, ces côtes maritimes sera soumis à l'approbation de parlementaires de la République fédérale de la Somalie. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Transports, Mohamed Abdoukader Moussa, a présenté donc cet atelier comme étant une bonne occasion de renouveler les contacts et de discuter des problèmes d'intérêt mutuel et avec le soutien solide de l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Le gouvernement de la République de Djibouti, représenté à cet atelier par M. Ali Mirah Chehim Daoud, directeur des affaires maritimes, a fait bien sûr partager l'expérience de l'administration maritime djiboutienne afin d'apprendre des uns à des autres. Je suis informé donc, a indiqué le ministre, que l'objectif ultime de l'assistance technique de l'OMI est d'aider notre pays à établir un système d'admission maritime durable et par la même occasion à prendre en charge et contrôler complètement votre vaste littoral et les ressources économiques abondantes. Par conséquent, dans la mesure où vous cherchez à établir votre propre administration maritime, le ministère des Affaires maritimes ou le ministère des Transports, j'aimerais vous rappeler en particulier mon collègue, l'honorable ministre et les députés du Parlement somalien, le gouvernement et les officiels et les autorités régionales présents aujourd'hui dans cette salle, même si les administrateurs maritimes que l'on n'a pas requis donc sont le support et la ratification du gouvernement et la mise en place des instruments et conventions reçus par l'Organisation maritime internationale. Et à l'issue de cette réunion, notre équipe sur place a pu recueillir pour nous les réactions du directeur des affaires maritimes au ministère de l'Équipement et des Transports, M. Ali Mirah Chehim Daoud. Nous l'écoutons. Comme vous savez, Djibouti a toujours été aux côtés de la Somalie, pays frère, pour sa reconstruction. Cette réunion qui est organisée par l'Organisation maritime internationale consiste à mettre en place, à aider les Somaliens à mettre en place les différentes structures maritimes. Et donc, en fait, nous devions accepter que cette réunion puisse se tenir à Djibouti. C'est chose que nous avons toujours fait depuis les années 2000. Donc je crois que c'est dans cet esprit de fraternité et de lien qui nous lie avec la Somalie, puisque nous sommes plus proches que quiconque. Vous savez, la Somalie est un grand pays côtier, un pays qui a plus de 3500 kilomètres de côte, et dont en fait les ressources aussi halieutiques sont très importantes. Donc pour cela, il leur faut, et il va de la stabilité du pays, d'instruments, comment dirais-je, juridiques, des cadres juridiques, pour que les structures et les institutions maritimes puissent fonctionner. Et donc cette réunion n'est que, comment dirais-je, une réunion de réflexion et de concertation entre les différentes institutions de la Somalie. Ils sont conviés des parlementaires, des hauts fonctionnaires de l'administration maritime. Donc je crois qu'en fait c'est une union assez quand même importante qui va pouvoir permettre de valider, je dirais, comment dirais-je, le code maritime somalien, mais aussi de construire une architecture. Donc voilà un peu la teneur de cette réunion. Nous ne sommes pas tellement impliqués, si ce n'est que en fait nous abritons, n'est-ce pas? Et c'est un devoir, je crois, qui nous tient beaucoup. Et donc, la direction Tadjoura, le ministère de la décentralisation, a démarré ses activités en prévision de la prochaine rentrée politique et du gouvernement. Hier, il a organisé au DAI une réunion de concertation et d'échange entre les élus régionaux et le staff du ministère. Le 5 président du conseil régionaux et les conseillers techniques ont également pris part à cette rencontre qui vise à lancer la troisième phase du processus de décentralisation. Via la décentralisation, l'on veut promouvoir le développement de l'ensemble du pays. Suivant ces reportages.
Les travaux proprement dits de ce conclave a débuté, il va de soi, par un bilan des activités réalisées par les collectivités territoriales au cours de la saison écoulée, et ce, afin de définir, à la lumière de celui-ci et en concertation avec le ministère, une meilleure orientation pour le futur. Les résultats des discussions sur les 3 sous-points de ce volet qui ont été pertinents seront partagés avec les ministères sectoriels concernés pour trouver le plus rapidement possible des solutions aux problèmes relevés ou aux besoins des services existants, identifier le tout pour améliorer les services rendus à la population. Au menu de discussion également, les projets de développement régionaux, les PDR, en leur qualité des premiers bénéficiaires de cette réforme, ils ont été invités à se préparer en vue de leur implication à des activités tendant à l'amélioration du cadre juridique. Pour sa part, le ministre Aramis a insisté sur le fait qu'il continuera d'exercer son rôle d'unique autorité politique directe au niveau du gouvernement, des conseils régionaux et communaux et de la mairie pour faire avancer le processus de la décentralisation conformément à la feuille de route qui lui a été tracée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Il s'était engagé, entre autres, à veiller à ce que tous les départements ministériels tiennent compte des fonctions prioritaires des régions dans leur programmation et que, par conséquent, l'exécution sur le terrain des projets par les dits ministères requiert une vigilance accrue des élus locaux au bénéfice de l'amélioration du niveau de leur mandat. Toute décentralisation a donc besoin de transfert de compétences. C'est ce qu'a indiqué le ministre Aramis, qui a promis de trouver le plus rapidement possible une solution aux insuffisances soulevées par les responsables des collectivités locales. Il a demandé aux responsables des conseils régionaux de ne pas se décourager face aux difficultés et aux entraves rencontrées au quotidien dans l'exercice de leur mandat, parce que c'est le propre de toute réforme, et il les a encouragés à prendre leur mission à bras-le-corps. Il leur a promis que, comme toujours, il sera à leur côté pour mener à bien ce processus de la décentralisation, ô combien complexe mais nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le ministre Aramis a conclu par un autre leitmotiv, la transversalité des activités du ministère dont il a la charge, et cela, bien sûr, requiert une collaboration étroite des différents départements ministériels en ayant à l'esprit la nécessité de conjuguer les efforts pour la réussite de ce projet important de la politique du chef de l'État. Et à présent, je vous propose d'écouter les explications et les réactions d'une partie des participants à la table ronde. Il y a des décrets d'application de ces lois, tout n'est pas encore transféré. Je dirais, dans certaines régions, la voirie a suivi. Il reste beaucoup de transferts qui ne sont pas transférés. Mais je profite aussi également de l'occasion pour lancer un appel et dire que la décentralisation n'est pas la seule affaire du seul ministre de la décentralisation, mais elle est l'affaire de tous. C'est une question transversale. Donc il est temps à ce qu'on nous transfère les transferts de compétences qui sont prévus par la loi. Le conseil régional a besoin des experts. Nous voulons qu'il y ait une loi qui stipule sur les services de consensus, qui disent qu'ils doivent se mettre à la disposition de collectivités territoriales, ils doivent les aider à ce sens. Prochaine réunion des assises, nous transmettons et nous demandons pour qu'il y ait une loi qui stipule et qui dit que les services de consensus doivent se mettre en rapport avec la décentralisation et la collectivité territoriale, puisqu'on puisse avancer. Et quant au ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, il a insisté sur le fait qu'il continuera d'exercer son rôle d'unique autorité politique directe au niveau du gouvernement, des conseils régionaux et communaux et de la mairie pour faire avancer le processus de décentralisation. Nous l'écoutons. Il faut que les conseils régionaux se légitiment dans leur rôle. Il ne faut pas qu'ils se contentent sur la question des moyens. Il faut qu'ils se légitiment dans leur implication. Il faut qu'ils vraiment soulèvent est-ce que nous nous sommes impliqués dans la conception, dans l'exécution, dans la finalisation d'un programme ou d'un projet X mené par un département ministériel donné. Si vraiment ils se sentent marginalisés sur cette question, il ne faut pas qu'ils hésitent restent d'une façon rationnelle à revendiquer cette légitimité. Moi, en tant que ministre de la décentralisation, je suis leur porte-de-voix. De même pour la commune, la mairie, mon département est un passage obligé, sans exception, à tous les élus. Notre département est un passage obligé. Moi, en tant que ministre, je sais que
je ne serai pas à l'infini dans ce département. Les élus aussi ne seront pas à l'infini dans leurs fonctions. Il faut que vraiment on laisse derrière nous un témoignage digne pour vraiment mieux s'interpeller davantage face à ces populations. La politique de la décentralisation que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une affaire d'un seul département, c'est l'affaire de toutes les personnes. C'est une question qui est transversale, ce n'est pas une aventure solitaire d'un seul ministère, et vraiment c'est quelque chose qui implique tous les gouvernements, les partenaires, l'expertise de la société civile, et vraiment pour que cette réforme avance, l'implication effective de l'ensemble est indispensable. Mais pour le reste, moi en tant que ministre de la décentralisation, je suis déjà convaincu davantage à ce que la décentralisation est un processus douloureux, est un processus qui se fait par étapes, est un processus dont tu croises beaucoup de difficultés. Je sais qu'il y aura des résistances, je sais qu'il y aura des contraintes, des difficultés, mais quand tu connais pour quel objectif tu fais les choses, tu ne te décourages pas, on ne va pas se décourager, nous sommes prêts à résister d'une façon digne parce que c'est notre mission. Également dans l'actualité, l'ambassadeur de Djibouti à Cuba, M. Nasser Mohamed Ousbo, a présenté le 25 août dernier au président mexicain M. Enrique Pena ses lettres de créance accréditant en qualité d'ambassadeur de la République de Djibouti au Mexique. Durant l'entretien qui a suivi la remise des lettres de créance, le président mexicain a exprimé sa volonté d'encourager une diplomatie active au service de la paix, du progrès et du développement commun. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre et d'intensifier la coopération avec l'Afrique et Djibouti en particulier. Le président mexicain a chargé l'ambassadeur Nasser Ousbo de transmettre au président Ismaël Omar Guelleh un message de salutation et d'amitié. Ces déplacements étaient à l'occasion d'échanger avec le ministère mexicain des Affaires étrangères, M. Luis Vidagré et son équipe sur les opportunités de coopération ainsi que sur une collaboration au niveau des instances internationales. Autre nouvelle du pays, la présidente du tribunal de première instance de Djibouti, Nima Mahamoud Nour, annonce qu'en raison de la célébration de la fête de Yom Arafat prévue pour le 31 août prochain, que l'audience de la chambre correctionnelle des flagrants délits du jeudi 31 août sera avancée au mercredi 30 août à la salle d'audience numéro 1 à partir de 8h30. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès survenu dans la nuit de jeudi à vendredi de Feu Daher Kherdon Dirir suite à une longue maladie. Le défunt, né en 1950 à Djibouti, est issu donc de la grande famille de Kherdon Dambouli. Feu Daher Kherdon Dirir a été un fervent militant au moment de l'indépendance. Il fut garde territorial jusqu'en 1970. En 1977, il intègre le corps de la police nationale jusqu'en 2004 avec le grade d'adjudant-chef. Il laisse derrière lui une nombreuse famille dont 11 enfants et 6 petits-enfants, dont des proches amis de notre collègue Ali Abdillahi. En ces douloureuses circonstances, nous adressons nos condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du défunt Daher Kherdon, que le Tout-Puissant et Miséricordieux ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et passons aux nouvelles à travers le monde. Aux États-Unis, Houston est la plus grande ville du Texas et sous les eaux. Des inondations provoquées par la tempête Harvey ont dévasté la ville texane de Houston, 4e localité le plus peuplée des États-Unis. Les intempéries ont déjà fait 5 victimes selon le dernier bilan, mais les autorités redoutent un bilan encore plus lourd. Après les vents, l'eau, les équipes de secours s'activaient pour extraire de leurs voitures ou de leurs habitations des personnes isolées par les inondations. Des pluies impressionnantes se sont déversées sur le Texas. La tempête tropicale Harvey est considérée la plus puissante à frapper cet État depuis 1961. Tous les vols ont en outre été annulés à l'aéroport William Hobby de Houston, dont la piste est submergée. L'hôpital Pentop a par ailleurs été évacué, tout comme un centre de la Croix-Rouge, mais 2 centres ont été ouverts, dont un au Palais des Congrès. Le président américain Donald Trump a confronté à la première grosse catastrophe naturelle de son mandat. Il a annoncé dimanche soir qu'il se rendrait mardi demain au Texas.
Et enfin, pour clore cette édition, en Irak, l'armée va reprendre Tal Afar, fief de l'État islamique. Après Mossoul, les troupes irakiennes devraient reconquérir ce qui reste du dernier bastion important de l'État islamique dans le pays. Aidée par des paramilitaires et une coalition menée par les Américains, l'armée irakienne était en passe de chasser l'État islamique de Tal Afar. Cette ville était le dernier bastion de l'État islamique en Irak et l'objectif ultime de la reconquête menée par Bagdad. Tal Afar, situé entre la frontière syrienne et Mossoul, reconquise depuis juillet, était le dernier grand objectif de l'opération de reconquête lancée par les forces irakiennes avec le soutien de la coalition formée par les États-Unis 3 ans après la proclamation par l'État islamique d'un khalifa à cheval sur l'Irak et la Syrie. Après 8 jours de combat, les 29 quartiers de la ville même ont été repris aux djihadistes. L'armée a notamment reconquis le centre-ville ainsi que la citadelle ottomane qui le surplombe, perché sur une colline au pied de la grande mosquée, au long et fin minaret endommagé par les combats, un énorme cratère témoignait de la violence des frappes sur la ville. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée sur Télé Djibouti.